1, 0. Ignition, liftoff, Semper aim high. Bonjour, l'audience est ouverte. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux témoins et les remercier pour leur temps et leur témoignage. Permettez-moi de commencer en disant que cette audience ne devrait pas être controversée. Elle ne devrait vraiment pas l'être. Je pense que nous devrions tous vouloir rétablir la confiance dans notre système électoral. Il y a une semaine, lorsque j'ai annoncé cette audience, il y avait plus de questions en suspens et d'affaires judiciaires qu'il y en a aujourd'hui. Mais même si les tribunaux ont rendu des décisions et que le collège électoral a attribué à Joe Biden 306 voix, une grande partie du public américain ne croit pas que les résultats des élections de novembre soient légitimes. Ce n'est pas un état de fait durable dans notre République démocratique. De nombreuses raisons expliquent ce haut niveau de scepticisme. Cela commence par le climat actuel d'hyperpartisanerie qui n'a été qu'exacerbé par les efforts persistants de délégitimation des résultats de l'élection de 2016. L'enquête corrompue et la couverture des médias sur la supercherie de la collusion russe a réduit la confiance de nos institutions. Et la suppression et la censure continue des perspectives conservatrices par des médias et des médias sociaux biaisés alimentent les flammes. L'enquête et le rapport du sénateur Grassley et de moi-même sur les conflits d'intérêts dans les imbroglios financiers étrangers de la famille Biden n'est qu'un exemple de la manière dont la suppression des médias peut affecter et affecte le résultat d'une élection. Il est à la fois étonnant et révoltant que, tout à coup, après l'élection, cela soit devenu un sujet d'actualité et un scandale digne d'être investigué. À moins d'un mois de la fin de ma présidence de cette commission, l'examen des irrégularités dans les élections de 2020 sera évidemment ma dernière enquête et ma dernière audience en tant que président. Mais la surveillance de la sécurité des élections devrait se poursuivre jusqu'au prochain congrès, parce que nous devons rétablir la confiance dans l'intégrité de notre système de vote. Comme je l'ai dit au début, cet effort devrait être bipartite. Dans ma déclaration annonçant cette audience, j'ai dit que son objectif était, je cite, de dissiper les soupçons en toute transparence et en tenant compte de l'opinion publique. Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est ce qu'une bonne surveillance peut accomplir. Malheureusement, les sénateurs Schumer et Peters ont ignoré ma déclaration et ont plutôt choisi de m'attaquer politiquement, ainsi que cette audience. Comme je l'ai dit lors de l'audience de jeudi dernier sur le traitement précoce du Covid, l'étroitesse d'esprit est la cause de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et juste une petite parenthèse sur cette audience, il y a environ 7 jours, elle a été attaquée, malheureusement boycottée par les membres démocrates de cette commission, à l'exception d'une déclaration d'ouverture plutôt politiquement chargée du sénateur Peters. 2 de ces témoins, 2 de ces médecins qui ont eu le courage de traiter des patients atteints du Covid m'ont dit « Je pense que l'un d'eux l'a dit au comité qu'ils étaient démocrates. » Et qu'ils étaient très déçus par ce boycott des démocrates, cette fermeture d'esprit, cette déclaration d'ouverture politiquement chargée. Mais pour prouver le bien fondé et la valeur de cette audience, le docteur Corey, un de ces démocrates, une personne qui a fait preuve d'un immense courage en traitant avec succès des patients atteints du Covid, sa déclaration d'ouverture de 10 minutes a reçu plus de 4,4 millions de vues au cours des 7 ou 8 derniers jours seulement. Il est évident que les Américains ont besoin de ces informations. Ils ont le droit de connaître les traitements précoces et ils ont le droit d'essayer les traitements précoces. Je veux terminer sur ceci avant de retourner à l'audience d'aujourd'hui. Si vous ou quelqu'un de votre entourage a le Covid, cherchez un médecin. Là encore, il faut que le médecin participe. Mais trouvez un médecin qui envisagera au moins un traitement précoce et vous en parlera. Poursuivons avec l'audience. En préparation de cette audience, j'ai demandé à mes collaborateurs de s'informer autant que possible sur les mécanismes de base des élections, les contrôles et le flux de données. Une grande partie de la suspicion vient d'un manque de compréhension de la façon dont tout fonctionne et de la diversité de la manière dont chaque circonscription, comté et État mène ses élections. Même si la décentralisation rend plus difficile la compréhension de l'ensemble du processus, elle améliore aussi considérablement la sécurité de nos élections nationales. En plus des témoins d'aujourd'hui, nous nous sommes entretenus avec des fonctionnaires nationaux et locaux, ainsi qu'avec des fournisseurs de machines, d'équipements et de données électorales. Je pense que les irrégularités alléguées peuvent être classées en 3 catégories de base.
Numéro 1. Le manque d'application ou la violation des lois et des contrôles électoraux. 2. Les allégations de vote frauduleux et de bourrage des urnes. Et 3. La corruption des machines de vote et des logiciels qui pourraient être programmés pour ajouter ou changer des votes. Dans le temps dont nous disposions, il était impossible d'identifier et d'examiner pleinement chaque allégation. Mais nombre de ces irrégularités suscitent des préoccupations légitimes et doivent être prises au sérieux. Voici donc un bref résumé de ce que nous avons appris. Et une grande partie de cela devrait rassurer le public américain quant à l'intégrité de notre système électoral. Tout d'abord, il existe de multiples contrôles pour garantir l'intégrité des élections. Les listes d'inscription des électeurs et les registres électoraux pour le vote par correspondance et le vote en personne sont utilisés pour vérifier l'éligibilité des électeurs et aider à prévenir les votes frauduleux. Mais ce n'est pas un système parfait, comme nous l'entendrons dans les témoignages aujourd'hui. Nous avons augmenté le pourcentage de votes utilisant des bulletins de vote en papier de 82% en 2016 à 95% en 2020. Et cela est dû en grande partie aux efforts de la CISA et Chris Krebs, reconnaissant qu'il s'agissait d'une vulnérabilité dans notre système ne disposant pas de cette piste d'audit. Il s'agit donc d'une amélioration significative, le fait de fournir une piste d'audit de renfort, mais uniquement en cas de recomptage complet ou statistiquement valable. Les scanners optiques, les machines à marquer les bulletins de vote et les tabulatrices ne devraient pas être connectées à Internet pendant le vote. Mais nous avons constaté que certaines de ces machines ont la capacité d'être connectées et il y a des allégations selon lesquelles certaines l'auraient été. Une fois le vote terminé, ces machines impriment un rapport sur papier et transmettent également les données de vote sous forme numérique en 2 flux de données distincts. D'abord au niveau de la circonscription, puis au niveau du comté, et enfin à celui de l'État. Le premier flux de données, le flux officiel, est envoyé au système officiel de gestion des élections au niveau de l'État, et le second flux, non officiel, est envoyé au système non officiel de compte-rendu des médias par l'intermédiaire de sociétés comme Edison Research et Associated Press. Il n'existe pas de méthode de transmission uniforme. Elle n'est pas entièrement automatisée et des milliers d'êtres humains sont impliqués dans le processus. Il y a donc des erreurs humaines, mais c'est ce que les copies papier de renfort et le comptage post-électorat sont censés détecter. Aujourd'hui, nous allons entendre des témoignages sur la manière dont la loi électorale, les lois dans certains cas, n'ont pas été appliquées et sur la manière dont des votes frauduleux ont eu lieu, comme c'est toujours le cas. La question qui suit est de savoir si le niveau de fraude aurait pu modifier le résultat de l'élection. Cette année, dans des dizaines d'affaires judiciaires, par le processus de certification dans chaque État et par le vote du collège électoral, nous sommes collectivement arrivés à la conclusion que ce ne serait pas le cas. Toutefois, le manque d'application, le refus d'une observation bipartite efficace de l'ensemble du processus électoral et l'absence de transparence ou de mener des audits raisonnables a conduit à une suspicion accrue. Les allégations les plus difficiles à évaluer concernent les vulnérabilités des machines de vote et les logiciels utilisés. Afin de déterminer efficacement dans quelle mesure les machines de vote ont fait l'objet d'une intrusion malveillante ou d'autres vulnérabilités, les experts en informatique doivent avoir la possibilité d'examiner ces allégations. Il s'agit d'une question complexe qui est examinée par le Congrès depuis des années. Depuis 2018, je suis au courant de 3 lettres de supervision demandant des informations aux principaux fournisseurs de machines de vote. Cette supervision concerne Election System, Software LLC, Dominion Voting System Inc. et Art Intercivic Inc. Aujourd'hui, nous avons un témoin de la commission d'assistance électorale qui certifie les machines de vote pour décrire ce qui a été fait et ce qui peut être fait de plus pour remédier aux éventuelles vulnérabilités. Le 7 mars 2018, il a été rapporté que les sénateurs Klobuchar et Shaheen ont demandé, je cite, aux principaux fournisseurs d'équipements de vote des États-Unis s'ils avaient autorisé des entités russes à examiner leurs logiciels, en disant que cette pratique pourrait permettre à Moscou de pirater l'infrastructure électorale américaine. Puis, l'année dernière, le 26 mars 2019, les sénateurs Klobuchar, Warner, Reid et le membre de haut rang Peters ont écrit, je cite, « L'intégrité de nos élections reste sérieusement menacée. Les agences de renseignement de notre pays continuent de tirer la sonnette d'alarme sur le fait que des adversaires étrangers tentent activement de saper notre système démocratique et vont cibler les élections de 2020 comme ils l'ont fait pour les élections de 2016 et 2018. La combinaison d'anciennes machines et de systèmes plus récents, les vulnérabilités de chacun d'eux constituent un problème pour la sécurité de notre démocratie et il faut y remédier. » Et puis, le 6 décembre 2019, les sénateurs Warren,
Klobuchar, Wyden et le membre du Congrès Pocan ont écrit, je cite, « Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que des entreprises secrètes et en difficulté, appartenant à des sociétés d'investissement privées et responsables de la fabrication et de l'entretien des machines de vote et d'autres équipements d'administration des élections. Je cite, « Et longtemps lésiné sur la sécurité au profit de la commodité, conduisant les systèmes de vote à travers le pays à des problèmes de sécurité. » De plus, encore une fois, c'est une citation de cette lettre. De plus, lorsque les fonctionnaires de l'État et des collectivités locales travaillent au remplacement des machines obsolètes, beaucoup continuent à faire fonctionner un vieux logiciel qui sera bientôt dépassé et plus vulnérable aux pirates informatiques. La lettre poursuit. Rien qu'en 2018, en Caroline du Sud, les électeurs signalaient les machines qui changeaient leur vote après les avoir saisies. Les scanners rejetaient les bulletins en papier dans le Missouri et des machines en panne causaient de longues files d'attente dans l'Indiana. En outre, écrivent ces sénateurs, des chercheurs ont récemment découvert des vulnérabilités jusqu'alors non divulguées dans près de 3 douzaines de systèmes électoraux d'arrière-plan dans 10 États. Et cette année, après que le décompte électronique du candidat démocrate ait montré qu'ils avaient reçu un nombre improbable de 146 voix sur 55 000 lors d'une élection de membres de la justice dans l'État de Pennsylvanie en 2019. La présidente républicaine du comté a déclaré « Rien ne s'est bien passé le jour de l'élection. Tout s'est mal passé. C'est un problème. Ces problèmes menacent l'intégrité de notre élection. » Encore une fois, il s'agissait de 3 lettres de membres démocrates du Congrès. Maintenant, je l'ai peut-être manqué, mais je ne me souviens pas que les médias ou qui que ce soit d'autre ait accusé ces 8 démocrates du Congrès de se livrer à, je cite, des théories de charlatanisme et de conspiration. Fin de citation. Ou que leur lettre soit une, je cite, charade ridicule. Fin de citation. Comme l'a fait le sénateur Schumer lorsqu'il a utilisé ces mêmes mots pour m'attaquer et attaquer cette audience au Sénat. Le fait que nos 2 dernières élections présidentielles n'aient pas été acceptées comme légitimes par un large pourcentage de la population américaine est un problème grave qui menace notre République. Je ne dis pas ça à la légère. Cette audience fait partie de ce qui devrait être un contrôle permanent du Congrès, destiné à traiter de manière transparente ce grave problème. Avant de céder la parole au sénateur Peters, je tiens donc à souligner que c'est ma dernière audience en tant que président. Je tiens à exprimer le fait que je pense qu'il a été un honneur et un privilège de servir. Je pense que notre bilan, même si quelques-unes des dernières audiences, certaines de ces enquêtes ont suscité de la rancune, je le regrette, mais je pense que nous avons vraiment un excellent bilan de réalisation. Plus de 100 projets de loi adoptés et signés dans cette commission. 200 autres projets de loi adoptés par la commission n'ont peut-être pas été signés, mais ils peuvent servir de base à de futures lois. Je tiens donc à remercier une fois de plus tout le monde de travailler ensemble, le personnel. Ce fut vraiment un honneur et un privilège. Et pour l'avenir, je tiens à remercier le sénateur Carper qui m'a gentiment téléphoné il y a juste 1 heure. Nous allons probablement travailler ensemble dans une certaine mesure, en tant que président et membre de haut rang dans le sous-comité permanent des enquêtes. Et j'ai hâte d'essayer de trouver les points d'accord sur les choses que nous pouvons examiner ensemble pour donner au peuple américain les informations qu'il a besoin de connaître en ce qui concerne les autres questions gouvernementales. Sénateur Carper, je vous remercie donc d'avoir appelé. Sur ce, je cède la parole au sénateur Peters. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.